Bonjour Guillaume Bardet. Bonjour. Je suis ravie que vous soyez présent en studio aujourd'hui. Exceptionnel. Et vous n'êtes pas seul car se trouve également à nos côtés en studio, Georges Claes. Bonjour. Bonjour. Vous nous faites l'honneur aujourd'hui d'être en direct. On va vous entendre dans un instant. Une question, Guillaume Bardet, pour introduire cette émission, pour ceux qui ne savent pas sur quoi elle va porter. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'écrire les odeurs ? Je pense que non. Mais je pense aussi que les écrivains n'écriraient pas s'ils ne cherchaient pas à écrire sur ce qui est indicible ou sur ce qu'on ne peut pas écrire. Voilà. On peut citer Flaubert, le livre sur rien. Donc faire un livre sur rien, c'est aussi une gageure. Donc je pense que si on veut faire un livre, on peut choisir les odeurs, en effet, parce que c'est impossible. En tout cas, c'est ce que l'auteur du livre qui nous accompagne aujourd'hui, Le Parfum de Patrick Suskind, c'est le défi qu'il a voulu relever. Et on verra, mais à mon sens, il l'a relevé brillamment. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Chemin de la philosophie vous accompagne tous les jours de 10h à 10h53 en direct et toutes les nuits quand vous voulez en téléchargement. Chaque semaine, on vous invite à déambuler autour d'un thème, à la croisée des disciplines, philosophie, littérature, cinéma, musique. Et chaque jour, nous donnons la parole aux amoureux du savoir, aux gourmands de la pensée, aux rois de la transmission. La crème de la crème en direct et au creux de votre oreille. En fin d'émission, aujourd'hui comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie vous donnera envie de lire un livre qui vient de paraître. Elle vous parlera aujourd'hui de cinéma et de philosophie à partir du livre de Florence Gavras, La part du spectateur, qui paraît aux presses universitaires de Septentrion. Guillaume Bardet, donc bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous venez nous parler du Parfum de Patrick Suskind parce que vous en avez proposé un commentaire aux éditions Ellipse, un commentaire formidable, je dois dire, très utile. Merci. Et vous me disiez, avant le début de l'émission, que, en fait, vous êtes professeur de littérature au lycée La Fontaine, à côté de la Maison de la Radio, d'ailleurs, à Paris, oui. Et en terminale, et que, en tout cas, que chaque année, vous proposiez un ouvrage pédagogique sur le livre au programme en terminale L. Voilà, exactement. Avec mon collègue Dominique Caron, chaque année, nous écrivons un manuel sur l'œuvre au programme en terminale littéraire. Voilà. Donc l'année dernière, c'était Gide, les faux monnayeurs. Et cette année, nous verrons. Voilà, suspense. Et en tout cas, ce commentaire du parfum, vous l'aviez proposé, c'était au siècle dernier. Au siècle dernier, voilà, on pourrait commencer comme cela. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on va commencer. Il y a une deuxième édition, ce qui prouve, s'il le fallait, la qualité de ce commentaire. Je suis ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui. La parole est à Georges Claes, qui va vous interpréter en direct les premières pages de ce roman qui nous emmène vers des volutes subtiles de parfums délicats, mais qui commence dans la puanteur extrême. Georges Claes. Au XVIIIe siècle, vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus abominables de cette époque, qui pourtant ne manqua pas de génies abominables. C'est son histoire qu'il s'agit de raconter ici. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Et si son nom, à la différence de ceux d'autres scélérats de génie, comme par exemple Sade, Saint-Just, Fouché, Bonaparte, etc., est aujourd'hui tombé dans l'oubli, ce n'est assurément pas que Grenouille fût moins bouffi d'orgueil, moins ennemi de l'humanité, moins immoral, en un mot, moins impie que ses malfaisants plus illustres. Mais c'est que son génie et son unique ambition se bornèrent à un domaine qui ne laisse point de traces dans l'histoire, au royaume évanescent des odeurs. À l'époque dont nous parlons, il régnait dans les villes une puanteur à peine imaginable pour les modernes que nous sommes. Les rues puaient le fumier, les arrière-cours puaient l'urine, les cages d'escalier puaient le bois moisi et la crotte de rat, les cuisines de choux pourris et la graisse de mouton. Les pièces d'habitation mal aérées puaient la poussière renfermée, les chambres à coucher puaient les draps graisseux, les courtes pointes moites et les remugles âcres des pots de chambre. Les cheminées crachaient une puanteur de soufre, les tanneries, la puanteur de leurs bains corrosifs et les abatteurs, la puanteur du sang caillé. Les gens puaient la sueur et les vêtements non lavés,
Leur bouche puait les dents gâtées, leurs estomacs puaient le jus d'oignon et leur corps, dès qu'ils n'étaient plus tout jeunes, puait le vieux fromage et le lait aigre des tumeurs éruptives. Les rivières puaient, les places puaient, les églises puaient, cela puait sous les ponts et dans les palais, le paysan puait comme le prêtre, le compagnon tout comme l'épouse de son maître artisan, la noblesse puait, du haut jusqu'en bas, et le roi lui-même puait, il puait comme un fauve, et la reine, comme une vieille chèvre, été comme hiver. Car en ce XVIIIe siècle, l'activité délétère des bactéries ne rencontrait encore aucune limite. Aussi n'y avait-il aucune activité humaine, qu'elle fût constructive ou destructive, aucune manifestation de la vie en germe ou bien à son déclin qui ne fût accompagnée de puanteur. Je précise que le texte en version française est disponible dans une traduction de Bernard Lortolari qui vient donc d'être interprété par Georges Claes en direct. Alors difficile, Guillaume Bardet, quand on entend ce texte, de croire, si on l'a pas lu, que va suivre des pages magnifiques et décrivant toute la subtilité des parfums. Ici, on est vraiment dans la puanteur, alors là, répétitive, elle vient plusieurs fois par phrase. On est dans la puanteur et c'est une page tout à fait extraordinaire parce que vraiment on est frappé immédiatement, je pense parce qu'elle repose sur un paradoxe qui est, comme l'écrit l'auteur, c'est le royaume évanescent des odeurs, c'est-à-dire c'est précisément ce qui échappe, l'odeur, c'est pour ça que c'est un roman aussi de quête, c'est que l'odeur, c'est ce après quoi on court. Et en même temps, c'est une description qui est extrêmement concrète, physique, qui nous immerge complètement dans ce monde. Et c'est l'autre caractéristique de l'odeur. C'est ce à quoi on ne peut pas échapper, d'une certaine manière, l'odeur. Mais c'est vrai que on commence par l'extrême puanteur, et ça va être ensuite le cœur de la ville de Paris, le cœur le plus puant de cette puanteur, pour aller vers la création du parfum le plus sublime. Donc il y a bien un itinéraire. Il y a quelque chose d'assez comique même dans cette répétition de la puanteur, parce que l'auteur à dessein ne choisit pas de synonyme. C'est vraiment le terme de puanteur qui lui plaît. Oui, je pense qu'il y a aussi un rapport avec la société ou l'époque décrite. Susskind choisit d'inscrire ce récit dans le XVIIIe siècle. Je pense que c'est pas tout à fait un hasard. Et cette société d'ancien régime, d'ailleurs, qu'on présente toujours comme une société de caste, très hiérarchisée, etc., ici donne une impression au contraire de grande identité entre ces individus, puisque tous puent à égalité. Et je pense aussi que c'est une manière à la fois de créer une forme d'exotisme pour le lecteur, parce que c'est donc une époque où ça sentait encore, si j'ose dire, et à la fois, je dirais, de dégoût. C'est une méthode qu'utilise Susskind régulièrement, le dégoût, en fait, pour rendre le lecteur sensible à l'odeur. Le dégoût, c'est intéressant parce que, d'une certaine manière, c'est l'idée qu'on se fait qu'on pourrait goûter la chose, l'avoir sur la bouche, et en même temps qu'on la recracherait, mais à la fois comme une sorte de plaisir, un peu comme la douleur exquise, une sorte de plaisir et en même temps de plaisir du dégoût. Et donc, il joue sur cet aspect-là de la description. Voilà. Quel défi de vouloir proposer une histoire qui a pour thème central la question des odeurs et d'essayer de traduire ces odeurs par les mots. Je posais la question de savoir si c'était possible de décrire les odeurs. Vous répondiez par la négative. C'est quand même ce que Susskind fait ici dans ce texte. C'est, à ma connaissance, vous me direz, mais le texte qui s'en rapproche le plus quand même de la traduction d'une odeur à travers la langue. Ouais. Je ne sais pas. Il y a d'autres auteurs qui me paraissent être allés plus loin dans l'invention, dans la création, dans la poésie. Il a indéniablement trouvé une méthode d'écriture qui fonctionne bien, j'ai envie de dire, puisque moi, chaque fois que je relis, je refeuillette ce livre, je suis embarqué complètement. Et j'ai essayé de comprendre comment il y parvenait, justement, par l'écriture. C'est pour ça que je parle du dégoût, par exemple. Il joue sur des